Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Je suis Émilie Jousset, la présidente de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris à compter du 1er janvier prochain. Donc l'UNIS, c'est le syndicat professionnel qui regroupe les administrateurs de biens franciliens. On règle encore quelques petits problèmes techniques. J'ai un intervenant qui n'est pas encore arrivé. Donc on va attendre quelques minutes. Ou vous voulez commencer On commence ? Allez, c'est parti. Bon, bah, s'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, tant pis. Donc, je vais vous demander d'applaudir nos intervenants. Hervé Lassaigne, DG d'Ascodit. Catherine Albanesi, syndic et administratrice de la FNAIM. Et Raphaël Claustre, directeur général d'Île-de-France Énergie. Merci pour eux. Voilà. On va commencer donc sur notre thème du jour, la réussite de la transition énergétique en copropriété. Donc, pour ce faire, je vais vous rappeler un petit peu le contexte légal, brièvement bien sûr, parce qu'ils vont l'aborder plus précisément et en détail. IDF Énergie va parler du rôle de la région dans le financement des travaux. Catherine va vous faire son retour dans la mise en œuvre de ces dossiers qui sont assez lourds en copropriété. Et on va commencer par Hervé qui va vous présenter un cas pratique que Ascodit a mené de A à Z. Comme vous le savez, les objectifs français d'économie d'énergie ont été revus à la baisse depuis la COP21. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un horizon 2050 avec une réduction d'énergie qui doit baisser progressivement. Aujourd'hui, donc, la seule obligation qui reste suite à la loi du Grenelle 2, c'est l'audit énergétique et de mettre à l'ordre du jour le DTG. On a aussi une obligation pour les bailleurs de faire baisser leur impact énergétique sur les DPE, puisque à terme, les logements qui sont classés F et G seront déclarés indécents. Aujourd'hui, on se rend compte que dans ces travaux, le dossier peut être mené objectivement en 2 ans, mais qu'en fait, dans les faits, la moyenne de mise en œuvre et de réalisation de ces types de dossiers, c'est plutôt 4-5 ans. Donc c'est une combinaison assez compliquée, longue et particulière pour gérer tous les travaux, tant sur les parties communes que sur les parties privatives. Voilà. Le décret de 2016 a rendu obligatoire d'inclure les travaux d'isolation avec certains types de travaux, comme par exemple les couvertures. Et la loi sur la transition énergétique, elle modifie aussi l'empreinte au sol afin d'isoler de plus en plus dans certains cas. Ce sont aussi des travaux qui sont à voter maintenant à l'article 25, ce qui complique aussi dans les assemblées générales d'arriver à faire voter ces travaux. Voilà. L'ordonnance, puisqu'on va quand même en parler un peu, du 31 octobre dernier, elle précise juste ces travaux d'intérêt collectif, mais il n'y a pas de vrai point précis sur les travaux d'économie d'énergie, puisqu'on a raté le fait d'avoir un point précis sur les fonds de travaux qui nous aurait permis de clarifier et d'augmenter l'enveloppe pour faire ces travaux. Hervé, je vais vous passer la parole. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez avoir le bonheur de commencer à nous expliquer le déroulé des travaux d'économie d'énergie que vous avez menés. On vous écoute. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis le président d'un petit groupe de bureaux d'études qui s'appelle Ascodit. Et cette mission a été réalisée par Ascodit Énergie, qui est notre filiale spécialisée dans la rénovation énergétique et qui emploie des gens, on est nationaux, mais emploie donc des équipes assez importantes. On a une quarantaine de collaborateurs sur cette seule activité. On a choisi de vous présenter un exemple parce que finalement, c'est ça qui va sans doute générer vos questions et vous repositionner le processus. Certains d'entre vous se posent peut-être la question de comment démarrer une rénovation. Donc, j'ai pris un exemple qui est exemplaire parce que il est fini, il est réussi, il est financé. Donc, il a un peu tous les aspects de fonctionnement. Il a une caractéristique, c'est qu'il a été dans la limite haute du temps. C'est-à-dire qu'il a pris 7 ans, c'est beaucoup. Et on va pouvoir discuter un peu de pourquoi, de temps en temps, on peut faire un peu mieux. Alors, la copropriété dont je vous parle, c'est une copropriété qui a été construite en 80, qui est gérée par une filiale du groupe Foncia, 67 logements. Elle est située dans une zone assez peu tendue, qui est le Coudray-Monceau, donc c'est dans la zone d'Évry, pour ceux qui ne connaissent pas.
Il n'y a pas une demande extraordinaire dans cette zone et donc le marché de l'immobilier est plutôt en difficulté. On part d'une situation de départ avec un système de chauffage dont je dirais un mot et on va le voir avec un bâtiment assez dégradé. Donc la situation de départ, c'est janvier 2012. Donc en janvier 2012, le syndic appelle 3 bureaux d'études, dont nous, en disant comment est-ce que vous aborderiez la rénovation énergétique. On va sur place et on trouve une copropriété qui a déjà fait ses travaux de chaufferie. En 80, ils avaient déjà en 2000 refait leur chaufferie parce qu'ils avaient du matériel qui n'était pas très satisfaisant. Donc ils ont déjà gagné pas mal par rapport à des copros des années 80 qui sont souvent très mauvaises en performance énergétique. On va dire qu'ils sont médiocres. Donc ils ont 2 chaudières classiques. On est en 80, donc ils n'ont pas ce qu'on fait aujourd'hui qui est un peu plus performant, qui sont des chaudières gaz à condensation, qui peuvent avoir des rendements qui frisent vers les 100%. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de qualité puisqu'ils ont 93% de rendement sur leur chaufferie. Donc on ne va pas travailler sur ce sujet-là puisqu'ils l'ont déjà fait. Par contre, on a la dégradation de l'enveloppe. Je vous montrerai d'autres photos. Donc vous voyez là une des façades en 2012. Vous voyez les traces de salissure. Ce que vous voyez pas très bien, mais qui existe sur les pignons, etc., c'est qu'en plus, il y a des dégradations d'infiltration, de fissures sur les façades qu'ont beaucoup des immeubles de cette époque-là. L'autre photo tente à montrer, c'est l'intérieur c'est le sous-sol, c'est le plafond du sous-sol. Et la caractéristique du plafond du sous-sol, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout isolé, comme dans la plupart des immeubles de cette époque-là. Donc je ne sais pas si vous êtes dans des immeubles de ce cas, mais la plupart du temps, ils sont très peu isolés en sous-face, donc en plafond du sous-sol, et également très peu isolés sur les terrasses. Ce qui est le cas de celui-là. La situation initiale, c'est une esthétique très dégradée. Donc je vous ai montré des photos, j'en remontrerai. Un problème majeur de confort. À la fois pas tellement le confort d'hiver systématiquement, seulement dans les étages élevés, parce qu'ils ont des toitures qui sont mal isolées, mais partout du confort d'été et du confort acoustique, c'est-à-dire qu'ils ont trop chaud l'été et ils entendent beaucoup le bruit de la rue. Ils ont une situation patrimoniale, ce sont leurs mots de l'époque, insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, il était impossible à l'époque de vendre un appartement dans cet immeuble. Ce n'était même pas une question de prix. C'est-à-dire tous ceux qui ont essayé de vendre à la fin des années 2000 et au début des années 2010 des appartements n'en ont pas vendu et n'en ont pas vendu jusqu'à ce que la rénovation soit faite. C'est malheureusement une situation très classique. On ne trouvera pas ça à Paris intramuros, mais dès qu'on passe en banlieue. Et en plus, ils ont une caractéristique, c'était qu'ils sont dans un environnement déjà rénové. Leurs voisins sont des immeubles qui appartiennent à l'immobilière 3F, qui est un des très gros bailleurs autour de Paris, et qui avait investi entre 25 et 30 000 euros par logement, donc qui présentaient des logements, des extérieurs de belle qualité, des logements assez rénovés. Donc c'était assez difficile de rentrer dans une copropriété qui était très inférieure à l'habitat social voisin. Donc aucun appartement vendu à l'époque depuis plus de 5 ans. Et la performance énergétique, je vous ai mis les étiquettes. Donc je ne sais pas s'il faut expliquer les étiquettes, je pense pas. Non, je pense qu'il y aura des questions là-dessus après. Bon, en tous les cas, on est étiquette D et 169 kWh d'énergie par mètre carré par an. C'est le tableau de droite. C'est une performance médiocre, c'est pas pire. On a dit tout à l'heure que les F et G allaient être considérés comme insalubres. D, c'était juste correct, et c'est juste correct parce que le système de chauffage fonctionnait bien. Par contre, l'étiquette environnementale est F et E, qui est plutôt mauvais. Alors le projet, de quoi s'agit-il ? Il s'agissait de rénover cette copropriété. Et là, je pense que c'est exemplaire pour vous. Ceci représente le calendrier de réalisation. Donc je vais le détailler un peu, que vous compreniez les étapes et que vous compreniez le temps que ça peut prendre. Donc en 2012, ils ont choisi un BET. Les BET sont venus présenter en AG. Je vous encourage à nous le demander, même si ça coûte un peu d'argent et de temps. Donc 3 BET sont venus se présenter, ont présenté chacun leur projet.
ils nous ont retenus et donc on est parti pour un audit énergétique. À l'époque, le DTG dont parlait Émilie n'existait pas. En fait, on a fait ce qu'on appelle un audit énergétique approfondi. Et donc, en fait, on a fait la partie architecturale en même temps. C'était ça notre proposition qu'ils ont retenue. Dans nos équipes, on a à la fois des architectes et des thermiciens. Donc, un an après, compte tenu du rythme des AG, on a présenté les résultats en AG et le plan de travaux. Je vous en dirai un mot. Il y a eu une discussion extrêmement intense à cet AG, moi j'y étais, entre les gens qui disaient c'est impossible qu'on fasse un projet ambitieux et les gens qui disaient je veux pas mourir ici. C'est les termes qui étaient employés. Je veux pouvoir un jour sortir de ce bâtiment. C'est violent. Hein. Ouais. Et des gens qui avaient 35 ans. Enfin, c'était pas. Et donc on a eu ce débat intense. Et finalement, ils ont voté qu'ils allaient continuer à réfléchir, en gros. On a approfondi, enfin avec un petit budget pour nous aider à approfondir certains sujets. C'est seulement l'année d'après qu'ils ont voté les travaux. Mais je pense, compte tenu de l'état et de l'importance des travaux, on va voir qu'ils ont dépensé 20 000 euros par appartement avant subvention. C'est évidemment un gros budget. Et il y avait des gens qui avaient des appartements plus grands, qui étaient assez âgés, qui disaient « moi, je ne peux pas sortir ça ». Donc, en 2014, finalement, ils ont voté sur la version la plus ambitieuse des plans qu'on leur avait proposés. On s'est adjoint les services. Il y a un architecte de la copropriété qui était régulier parce qu'il y avait des problèmes dans les façades. Donc, on s'est adjoint à lui. On a fait un projet commun pour traiter les malfaçons. Et puis, l'année d'après, du coup, on a pu valider les plans de travaux et valider aussi, avoir l'étude thermique qui permettait d'obtenir les subventions. Ça, c'est 2015. 2016, on a voté les budgets définitifs. Entre deux, on avait fait nommer c'est pas nous qui l'avons fait, ça nous arrive de le faire, mais on avait fait nommer un économiste qui a fait toute l'étude des subventions individuelles, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de le faire de manière collective. Et je vous montrerai un transparent tout à l'heure, un slide tout à l'heure, qui montre que les conditions avaient déjà énormément changé entre 2013 et 2016. Et puis elles ont encore énormément changé jusqu'en 2018 à la fin des travaux, puis elles ont encore énormément changé en 2019. Donc toute la partie subvention, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, était quelque chose d'important. Et puis finalement, on a fait les travaux qui se sont terminés en novembre 2018, après le début de la saison de chauffe. Il y avait des choses qui ont été encore faites, notamment tout ce qui était intérieur à l'automne de l'année dernière. Donc voilà, une chronologie longue, mais très classique en fait. Alors effectivement, on peut gagner un peu de temps, et on a d'autres exemples où on a travaillé sur 3 ans, avec des gens qui ont fait des AG supplémentaires tous les 6 mois. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure au niveau de l'intervention syndic, mais en tous les cas, parler de 5 ans, c'est normal. Il faut se dire ça, c'est qu'on est parti pour un projet long. On ne va pas sortir l'argent tout de suite, mais par contre, on va commencer à préparer la revalorisation du bâtiment. Alors, qui est intervenu là-dessus, c'est important parce que je pense que c'est une des conditions de ce succès. Donc on a eu un syndic qui a été à l'origine de la démarche, bien sûr avec le conseil syndical. Et le syndic n'a pas changé pendant toute la période. Je pense que, je le dirai tout à l'heure en conclusion, je pense que c'est une question clé. Personne n'a changé pendant toute la période. On avait Madame Rivière qui est responsable de cette agence, qui est quelqu'un de très, très impliqué et qui dialoguait bien. Donc nous, on est arrivé au début, puis on a fait rentrer l'architecte de la copropriété pour des sujets de malfaçon. On a eu l'accompagnement de l'ALEC sud parisienne, donc les ALEC, donc les agences locales de l'énergie et du climat, qui font fonction de plus en plus, maintenant complètement, de guichet unique. À l'époque, en 2013, c'était un petit peu moins structuré, mais on a eu cet accompagnement qui a permis de monter le cadre subvention. On a eu un AMO subvention, un AMO, un économiste subvention, donc la société Citémétrie. Et puis finalement, on a sélectionné une entreprise principale qui est Coulon, qui est un spécialiste du travail en copropriété des façades. Et j'ai mis Lorenov aussi, puisqu'en fait, ils sont juste à côté et que c'est un des leaders qui travaille beaucoup en copropriété pour toute la partie fenêtre. En fait, on a passé un marché global avec Lorenov, qui après a été géré avec Coulon. Les résultats de l'audit. Je ne vais pas vous donner les détails techniques de l'audit, c'est juste vous dire ce qui me paraît important.
c'est qu'il est important que les audits comprennent des éléments qui permettent à chaque copropriétaire de comprendre où il est. Donc l'un des éléments, par exemple, c'est une thermographie. Donc une thermographie, c'est quelque chose qui permet de montrer les fuites thermiques dans un bâtiment. Sur la façade du haut, on voit le pignon du bâtiment et on voit les traits jaunes. Si on a les traits jaunes, ça veut dire qu'on a des pertes thermiques importantes. Mais on voit les traits jaunes et on voit surtout qu'il y a beaucoup de différences entre les... Vous voyez, on va de 4 à 14 degrés. Il y a beaucoup de différences de moins 4 à 14 degrés, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de différences et que ces ponts thermiques et ces pertes sont très importantes. En fait, c'est un cas classique. C'est un mur en parpaing et c'est tout, quoi. Donc il n'y avait rien. Bon, la même chose sur les fenêtres qui ne sont pas en double vitrage. Donc on voit les fenêtres. Je ne vais pas détailler là-dessus. Mais c'est important que vous ayez cette vision de qu'est-ce qui peut convaincre les autres membres de la copropriété qu'il y a un problème. Donc ça, c'est assez convaincant. On a fait une simulation thermique dynamique qui est la plus avancée, la plus poussée des simulations thermiques du bâtiment. Ça permet de tirer, donc c'est une simulation dans laquelle on représente le bâtiment en 3D avec ce qu'on appelle les masques, c'est-à-dire le poids des arbres. Il y a beaucoup d'arbres là-bas, donc ça comptait beaucoup. Et finalement, on arrive à voir où sont les problèmes. Donc ça permet aussi d'expliquer à chaque copropriétaire les problèmes de toit, les problèmes de ventilation, les problèmes d'isolation de fenêtres, etc. Donc là, vous avez toutes les raisons de perte avec un rendement correct de chaudière, donc il n'y a rien à faire sur les chaudières. On n'améliorera pas les chaudières. Autre chose, l'enquête occupant. Donc on a fait une enquête occupant en demandant aux gens ce qu'ils en pensaient. On a fait un peu plus que ça parce qu'on a vraiment installé un dialogue avec les gens. C'est-à-dire ils ont rempli les questionnaires et puis on a été discuter individuellement avec un certain nombre de copropriétaires qui sont souvent devenus derrière les moteurs de la rénovation. Donc les sujets qui sont ressortis sont sur le transparent, mais ce qui est important, c'est que ça a instauré un dialogue et la base de confiance avec les gens qui comprennent. Bon, nous, on n'est pas intéressés par telle ou telle chose. L'ALEC est un tiers de confiance, etc. Donc, c'est simplement dire, voilà votre problème, comprenez-le bien et prenez la décision qui vous convient. Le seul résultat qu'on peut trouver, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le résultat de l'audit était médiocre. Donc de là, on a présenté des plans de travaux. Les plans de travaux, ils ont choisi finalement, un an plus tard, le plus ambitieux. Ils ont choisi le plus ambitieux avec deux causes. La première, c'est qu'en tous les cas, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et la deuxième chose, c'était qu'il fallait atteindre des seuils minimaux d'amélioration de performance pour avoir les subventions. Donc il y avait deux aspects qui poussaient à prendre le plus ambitieux. Mais enfin, ils voulaient créer un immeuble de bonne qualité. Donc on va voir qu'on va être en B. B pour un bâtiment des années 80, c'est le top, quoi. C'est assez difficile de faire mieux et on va voir qu'on y est. Ça veut dire qu'ils ont déjà atteint l'objectif de basse consommation de 2050. Voilà. En fait. Ils ne vont pas faire une autre rénovation, c'est fini, quoi. Enfin, c'est fini si l'immeuble ne se redégrade pas, mais l'architecte a l'air convaincu qu'il n'y aura pas d'infiltration et de nouveautés. Et donc on a ça aussi, l'anticipation des subventions était importante, au moins de savoir quels étaient les seuils qui permettaient d'atteindre les subventions. Donc on visait 48%, je vous donnerai un peu le résultat à ce jour. Alors, les subventions, c'est pas à moi d'en parler. En tous les cas, ce qu'on a cherché, c'est à chiffrer tous les types de subventions. Et en discutant, on a pu être attaché à une OPA, ce qu'on appelle une OPA. Peut-être certains d'entre vous sont dans ces situations. C'est les opérations programmées d'amélioration thermique du bâtiment. Et donc, ce sont des opérations dans lesquelles les collectivités s'investissent de manière importante pour aider les copropriétés. Donc, il y a un peu de lobbying éventuellement à faire auprès des ALEC, auprès des municipalités, parce que s'il y a plusieurs copropriétés, notamment en banlieue, qui veulent faire, il y a évidemment une chance de monter une APA. À Paris, il y en a eu dans plusieurs, elles tournent. Il y a plusieurs quartiers déjà qui ont été concernés par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu dans ce cas-là ? On a obtenu 280 000 euros de subvention. C'est 16% au total, hors C2E. Donc on voit qu'il y a l'ANA qui était dans le cadre des subventions de l'OPA, puis la région, le département, l'agglomération et la commune. Donc tout le monde, voilà, c'est ça qu'une OPA, ça permet de faire ça. Et puis après, la particularité, mais que vous allez retrouver systématiquement, c'est que le financement varie beaucoup en fonction des revenus des copropriétaires. Et là, on est dans une situation particulière puisque
on est dans un habitat intermédiaire un petit peu, et donc on a des copropriétaires très modestes et qui n'ont pas ou plus de revenus parce qu'ils sont avec des retraites limitées ou des choses comme ça, et on en a d'autres qui ont des moyens quand même plus élevés. Donc les subventions, quand on les a regardées, elles vont de 0 pour certains, qui sont au-dessus de tous les seuils, à 75%. Il aurait resté quand même toujours le crédit d'impôt. Et puis, il y a très important, les certificats d'économie d'énergie qui ont été valorisés par le syndicat des copropriétaires lui-même. Ils ont décidé de négocier eux-mêmes. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quel taux il avait. Mais je vais vous montrer un transparent derrière qui vous explique la volatilité de ces choses-là. À l'époque, on avait estimé 60 000 euros. Si on avait figé les chiffres un an et demi après, on aurait été à 35 000. Et finalement, ils ont dû avoir 120 000, d'après le calcul, parce qu'il y a une très grande variation. Et donc là, on le voit, c'est le graphique de droite, c'est la cotation des certificats d'économie d'énergie. Enfin, c'est assez technique de les calculer, c'est pas le sujet. Mais on est parti en disant un certificat d'économie d'énergie, ça vaut 3,5 euros par mégawatt, etc. C'est tombé à 1,80 au moment où ils ont fait le vote, donc ils n'en ont pratiquement pas tenu compte. Et aujourd'hui, c'est à 6. Au moment où ils ont fait les travaux, et c'est la base sur laquelle ils ont récupéré leur certificat, ils étaient toujours de 4,5 ou 5. Et aujourd'hui, c'est à 6,7. Chacune des étoiles représente une étape clé du projet. Donc ce qu'il faut que vous vous rappelez, c'est que les conditions et modalités d'attribution de subventions changent tous les ans. On nous dit tous les ans que ça ne va pas changer, et tous les ans ça change. Donc vous ne pouvez pas faire vos travaux exclusivement sur la base de subventions, sauf si vous allez très vite ou que vous trouvez quelqu'un qui vous les garantit. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais pour vous donner une idée, je vous ai apporté ce petit guide, enfin une copie de ce petit guide qui est les aides financières de l'ADEME. L'ADEME publie un document de ce type, que vous avez peut-être vu, qui est sur le site de l'ADEME. La seule caractéristique, c'est qu'en 2019, ils en ont sorti 3. C'est-à-dire que tous les 3 mois, le document est caduc, ils sont obligés de le refaire. C'est la réalité de ce que fait aujourd'hui, ce que fait le ministère, enfin, puisqu'il n'arrête pas de changer les règles, ça ne nous aide pas beaucoup. Globalement, la chose qui est sûre, c'est que la tendance lourde, c'est de privilégier les foyers les plus modestes, et que donc s'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, quand vous dites qu'ils sont subventionnés à 75%, ils ne vont pas être contre, alors qu'initialement, ils étaient plutôt contre. Donc je vous encourage en tous les cas à aller regarder ce type de document. J'avance. Les travaux, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on fait, mais tout ce qu'on a fait. Les travaux, on a réalisé des travaux globaux. Donc ça, c'est un document qui a été fait par la société Coulon. Donc on a fait du bardage sur certains endroits, la menuiserie extérieure, des enduits, du flocage sur les planchers bas, de l'isolation en toiture et remplacement donc de toutes les fenêtres. Donc voilà à quoi ressemble un chantier de ce type. Ça veut dire qu'en fait, on a élargi le bâtiment vers l'extérieur. Donc ça, la réglementation le permet. Où que vous soyez, on ne peut pas s'opposer à élargir le bâtiment extérieur pour une rénovation énergétique. Et la loi, je vous coupe 2 minutes, la loi a permis aux localités de changer leur PLU et ils acceptent maintenant jusqu'à 30 cm d'emprise sur le domaine public. Même en ville, là c'est pas significatif puisque vous avez vu que c'est un endroit qui est arboré, ils sont sur la copropriété et possèdent le terrain autour. Enfin, en tous les cas, on voit bien là l'avancée qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on a avancé les murs avec l'isolant, on a avancé les huisseries aussi, et donc on se retrouve avec des huisseries qui sont à l'extérieur. On a un petit peu augmenté la surface du coup interne puisque les fenêtres ont été un peu avancées. Au niveau du bâtiment, donc avant-après. À gauche, la situation qu'on a trouvée, c'est une autre photo, mais vous voyez qu'on est quand même quelque chose d'assez dégradé. À droite, un bâtiment qui vraiment, entre guillemets, a de la gueule, quoi, qui est d'une belle qualité. Alors on a organisé, la LEC a demandé qu'on organise une visite avec des copropriétés du coin, donc on a fait une visite le mois dernier. Et donc du coup, on avait quelqu'un du conseil syndical et j'ai rapporté quelques éléments qu'il a dit. Il a dit que 4 appartements avaient pu être vendus. En gros, 10% au-dessus de ce qu'il y avait dans le coin et bien au-dessus, évidemment, de ce qu'ils auraient pu vendre avant. Il a dit que le changement du confort acoustique est spectaculaire. C'est sûr qu'avec l'isolation complète de l'extérieur et le changement des fenêtres, c'est très clair. Et c'était un sujet qui était absolument récurrent en 2013 quand on en parlait avec eux.
Et la baisse de coût, on a déjà sur la saison 2018-19, on a 35% de baisse alors qu'on était encore en travaux et qu'on n'avait pas mis en place un véritable travail sur la régulation qu'ils doivent mettre en place maintenant avec Dalkia. Donc la prochaine étape, c'est le travail sur la régulation et valider l'étiquette énergique B qui confirmera que ils sont au bout de leur chemin. Voilà. En conclusion, 35%, c'est énorme. Hein, ouais. Bon. C'est d'autant plus énorme que vous avez expliqué qu'ils avaient déjà remplacé la chaudière. Oui. Mais on a fait la totale. Hein. Bon, alors la valorisation patrimoniale justifie l'investissement. Je veux insister là-dessus parce que on peut parler des économies, mais comme ils sont déjà pas très hauts en consommation, en fait, on économise 20 000 € par an sur les frais de chauffage. Économiser 20 000 € par an et investir 1,4 million, même s'il y a des subventions à hauteur de 400 000, investir, c'est très peu, quoi. C'est 2% de rendement. C'est mieux que si on met son argent sur un livret, mais malgré tout, c'est pas beaucoup. Par contre, en référence à l'environnement, on peut considérer que le prix au mètre carré a augmenté d'au moins 500 €. Et si on prend l'appartement de 60 mètres carrés, qui est à peu près la taille moyenne sur place, ça représente donc 500 x 60, ça fait 30 000 €. Donc chaque appartement s'est valorisé de 30 000 € pour un investissement d'environ 20 000, l'appartement moyen. Donc ça veut dire rien que ça a permis. Et aujourd'hui, quand j'y suis allé, donc on ne le voit pas sur la photo, j'étais avec d'autres copropriétés, mais il y avait plusieurs panneaux à vendre parce que les gens sont restés entre guillemets collés là tellement longtemps qu'il y en a plein qui aujourd'hui ont changé, leur famille a changé, des gens qui ont eu plus d'enfants ou moins d'enfants et qui veulent vraiment changer d'habitat et qui aujourd'hui ont pu le faire. Donc c'est vraiment important. Et ma conclusion, j'espère que j'ai pas été trop long, les leçons d'un projet réussi. Alors la première chose, c'est le fonctionnement de la cellule. On a eu un conseil syndical investi, on a accepté un projet long, tous, personne ne s'est découragé, on aurait pu. On a fait un accompagnement continu, le syndic qui n'a pas changé, l'ALEC qui a aidé, nous qui étions un peu la cheville ouvrière depuis le début et l'architecte qui est venu nous aider. Et donc on a installé un climat de confiance avec cette équipe pluridisciplinaire et je crois que c'est ça qui fait qu'on est arrivé au bout de cette rénovation exemplaire. Et donc les conclusions que j'en tire aussi, c'est pour tout nouveau projet, importance de l'approche globale, donc thermie plus architecture. Donc il faut faire des DTG. Pour info, il y a un nouveau cahier des charges du DTG qui est en train d'être écrit. On participe à Ascodit participe à ce travail avec l'ADEME et l'APC, mais sous couvert de l'ADEME. Donc début 2020, on aura un nouveau cahier des charges très précis, parce que le DTG qui a été introduit par la loi Elan, il y a juste 2 lignes dans la loi Elan pour dire ce que c'est. C'est-à-dire on peut vous proposer un papier de 2 pages et vous dire que ça s'appelle un DTG. Et évidemment, si vous faites ça, vous n'arriverez pas à un projet comme ça. Notre rapport, c'était 70 pages et beaucoup de jours de travail. Le rapport de départ, et puis la suite, évidemment. Un traitement personnalisé des subventions, plus l'effet guichet unique avec l'ADEP. On a parlé de l'ALEC, donc je ne sais pas où vous habitez, mais les ALEC, c'est l'Agence parisienne du climat, par exemple. Il y avait hier l'agence sud parisienne, on l'a vu ensemble, West Essonne, non c'était West Essonne qu'on a vu ensemble. Et puis il y a des options de financement dont parlera IDF Énergie. Merci de me faire la transition parfaite. Allez-y, voilà. allez-y. Et puis pour finir, c'est quelque chose que les gens ont eu du mal à admettre, mais je pense qu'on commence à faire passer ça dans la culture, c'est que on ne fait pas une rénovation énergétique parce qu'on veut économiser énormément sur le chauffage. Enfin, ça ne suffit pas. Bien sûr qu'on veut faire ça, c'est ce que demandent les textes, la réglementation, mais vous n'allez pas la faire pour ça. Vous allez la faire parce que vous allez avoir un impact patrimonial, parce que vous allez avoir un impact confort, qui est très important, qui va induire l'impact patrimonial, et aussi parce que vous aurez des économies, mais pas que pour ça. Non, mais on peut conclure que l'impact patrimonial, il est réel si les travaux traitent l'ensemble, en fait. Oui, je pense que s'ils avaient juste fait les terrasses, si on fait juste l'isolation de la toiture, l'isolation du plafond des caves, ça suffit. On s'améliore, mais ça ne donne pas l'impact patrimonial. Ouais. Là, on a le véritable impact patrimonial. Ok. Catherine, vous voulez intervenir ? Je voulais juste compléter ce que vous disiez, c'est-à-dire que on est parfois confronté aux gens qui nous disent on n'a pas la visualisation immédiate du retour sur investissement. Or là,
avec l'augmentation et l'impact patrimonial. Alors bien évidemment, les copropriétaires qui restent propriétaires pendant un certain temps ne le voient pas immédiatement, mais c'est un vrai argument et c'est un vrai impact, l'impact patrimonial et la vraie solution à ce justement. Ouais. Et le confort de vie dans l'appartement est est un argument pour la vente. Raphaël, je vais vous laisser prendre la parole, intervenir pour présenter IDF Énergie. Alors j'allais dire qui est une société, mais qui est en fait un établissement public, si je ne dis pas de bêtises. Une société. Une société, d'accord. Avec une partie financée par la région. Je vous laisse vous installer. Alors la technologie c'est bien, mais ça prend un peu de temps. Est-ce qu'il ne faut pas rebrancher l'ordinateur qu'on avait débranché? Ouais. Et monsieur, on a un technicien dans la salle qui était venu nous aider tout à l'heure. Il est parti. Je suis désolée. Hein. C'est bon. Voilà, tout fonctionne. Merci. Le Hervé. micro maintenant fonctionne aussi. Voilà. Et je ne vais pas vous tourner le dos longtemps, juste le temps de démarrer. Bonjour, moi je suis Raphaël Claustre, directeur d'Île-de-France Énergie, qui est effectivement une structure un peu originale parce que c'est une société, mais qui est publique, qui appartient à la région Île-de-France majoritairement, et puis également à la ville de Paris, au département du Val-de-Marne, et à d'autres acteurs très majoritairement publics à 95%. Et qui a été créé pour simplifier la rénovation énergétique en proposant une solution tout en un, à la fois technique et financière. Je décrirai plus en détail, mais en apportant en un seul contrat, un seul interlocuteur, aux copropriétés, la solution architecturale, technique, financière et y compris le prêt, pour que chacun puisse avoir une réponse à ses attentes, parce qu'en copropriété, alors beaucoup de choses ont été dites et je suis en phase avec tout ce qui a été dit, ça va nous simplifier la tâche, on part d'une base commune, c'est-à-dire que les motivations sont souvent des motivations multiples, de faire les économies d'énergie, d'améliorer la qualité architecturale du bâtiment, de traiter le vieillissement du bâtiment et de donner plus de valeur au bâtiment. Et pour faire tout ça, il faut faire un programme de rénovation global. Quand on fait un programme de rénovation par petits morceaux, c'est-à-dire je vais ravaler, mais je ne vais pas faire l'isolation parce que ça me paraît plus cher, ou je vais faire la chaudière, puis on verra plus tard pour isoler, ou alors je vais isoler, mais je ne vais pas changer les vieilles fenêtres. Chaque fois qu'on fait par petits bouts, contrairement à ce qu'on pense, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce que tous les petits bouts, changer les fenêtres, isoler la façade, isoler les toitures et plancher bas, tout ça, il faudra le faire à plus ou moins long terme. Et le faire par petits morceaux, ce sera beaucoup plus cher que de le faire en une seule fois. Ce sera beaucoup moins bien fait parce qu'à chaque fois, la liaison entre les différents éléments sera mal faite. Parce que vous allez rater les subventions, parce que quand on fait un programme global, il y a beaucoup plus de subventions que quand on fait des petits bouts de programme. Un exemple. Il faudrait que vous expliquiez les effets de seuil. Voilà, un exemple, par exemple, les subventions de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, exigent de faire 25% d'économie d'énergie au moins. Si vous faites un gros programme global, vous serez très au-delà. Nous, on est en moyenne à 50% d'économie d'énergie. Par contre, si vous le coupez en 3, vous n'aurez jamais les 25% et donc vous n'aurez jamais les subventions. Mais idem pour les fenêtres. Si vous attendez que chacun change individuellement ses fenêtres, alors d'une part, ça peut prendre pas mal de décennies, mais d'autre part, les changer collectivement, ça permet d'avoir des prix plus bas. Là, on vient de changer 400 fenêtres à Fresnes. Je peux vous assurer qu'on a eu des prix beaucoup plus bas que si chacun les avait changés individuellement. La qualité de pose est bien meilleure, mais aussi on a obtenu les subventions pour le compte des copropriétaires pour chacune de ces fenêtres. Or, je suis sûr que si chaque copropriétaire s'en était occupé tout seul, il aurait raté soit toutes les subventions, soit une partie des subventions. Donc c'est toujours plus performant techniquement et financièrement de faire du global, sauf que si on arrive à une rénovation plus chère, chacun va dire mais je ne sais pas si je peux me la payer, même si vous me dites qu'elle est moins chère que si j'avais séparé en plusieurs morceaux, ça me paraît un prix élevé, je ne sais pas comment le payer. C'est pour ça qu'on propose du prêt et de l'avance d'aide, et du prêt à la copropriété, donc du prêt collectif, je le décrirai, qui est accessible à tout le monde. Donc c'est pour essayer de répondre à toutes ces questions que la région Île-de-France a créé notre société. Donc les motivations, on l'a dit, motivation de requalification architecturale, d'économie d'énergie, d'amélioration du confort et amélioration de l'acoustique. Sincèrement, quand les gens viennent nous voir, j'en ai autant qui viennent pour chacune de ces raisons. La phrase que j'utilise de plus en plus, c'est celle qui m'a amusé parce qu'elle est très représentative, je crois. C'est des gens qui sont venus nous voir en disant à un conseil syndical, il faut que vous nous aidiez, tous les logements sociaux autour de chez nous sont rénovés, on dirait que c'est nous le HLM maintenant. Et ça traduit très bien l'attente, le besoin d'amélioration architecturale, patrimoniale et donc énergétique, parce que quand on fait une rénovation maintenant, elle doit être énergétique.
Également pour les questions de valeur patrimoniale, vous savez que les notaires enregistrent toutes les ventes. Ils connaissent donc le prix de toutes les ventes, le lieu de toutes les ventes, et ils connaissent l'étiquette énergie, vous savez, là, le diagnostic qu'on doit faire au moment de chaque vente. Donc les notaires peuvent calculer l'écart de valeur entre des biens dans les classes FG, dans les moins bonnes classes, et les biens dans les classes AB. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'en petite couronne parisienne, on a 12% d'écart entre les meilleures et les moins bonnes classes. 12% sur un territoire où la moyenne est à peu près à 300 000 euros, la moyenne de valeur d'un bien, 12% de 300 000, ça fait 36 000 euros. Et en grande couronne, ce n'est pas très différent, on est à 15% d'écart entre les moins bonnes et les meilleures classes. 15%, si on dit 15% sur des biens en moyenne à 200 000, ça fait 30 000 euros. Donc la prise de valeur du bien est énorme et il faut bien raisonner autant prise de valeur du bien quand on rénove, donc ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, que perte de valeur du bien si on ne rénove pas. Si je reprends l'exemple de mon conseiller syndical qui est venu me dire, on dirait que c'est nous le HLM, qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait, ça va être de plus en plus difficile de vendre, et c'est exactement ce que vous nous expliquez dans votre exemple. Une des principales motivations, c'est que les gens disaient, ça devient difficile de vendre, parce que notre bâtiment, qui était plutôt sympa dans les années 60-70, aujourd'hui, il est un peu vieillissant, il est un peu resté dans son jus des années 70, et il faut lui donner une deuxième jeunesse pour qu'il ne décroche pas par rapport au marché des bâtiments neufs. Si vous êtes là aujourd'hui pour essayer de convaincre vos copropriétaires, vos voisins, sur toutes ces raisons-là, il y en a sûrement une qui va toucher les plus récalcitrants. Exactement. Donc le modèle qu'on a créé, c'est de faire en un seul contrat d'Île-de-France Énergie la maîtrise d'œuvre architecturale, le bureau d'études thermiques fluides et l'ingénierie financière. Et je rajouterai la troisième brique, en ingénierie financière, on fait l'ingénierie, donc les calculs, mais aussi le prêt nous-mêmes. Alors, on vous propose de faire tout ça. Si vous souhaitez travailler avec un architecte que vous aimez beaucoup, avec un bureau d'études que vous aimez beaucoup, vous vous dites, j'ai tel bureau d'études, est-ce que vous voulez bien faire les autres activités? Donc, on peut tout faire. On peut faire des petits morceaux selon votre demande, puisqu'à la fin, celui qui décide, c'est pas nous, c'est vous. Et je vais donc un peu plus détailler l'ingénierie financière, puisque l'intervention précédente a beaucoup parlé des volets techniques, bureau d'études, architecte. L'ingénierie financière, ça veut dire d'abord aller chercher toutes les subventions. Pour la copropriété, c'est ce qu'il y a de mieux. Les subventions collectives qui vont bénéficier à la copropriété et les subventions individuelles qui vont bénéficier aux ménages eux-mêmes. Des subventions, il y en a pour tout le monde, mais il y en a un peu pour les ménages qui n'ont pas de problème d'argent et beaucoup pour les ménages qui ont des revenus faibles. Donc, je n'ai jamais vu aucun cas où un copropriétaire n'avait pas d'aide. Mais c'est très variable selon les niveaux de revenus. Après, une fois qu'on a regardé les aides, on va essayer d'aider les copropriétaires à comprendre ce que ça leur coûte en effort mensuel. C'est ce que je vous montrerai après. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a une quote-part élevée, je ne sais pas moi, 15 000 euros pour jeter un montant élevé au hasard. Tout le monde va me dire, mais moi je ne les ai pas, 15 000 euros, je ne peux pas payer. Donc on va d'abord montrer qu'on retire les subventions, 3 000, 4 000, peut-être 6 000, 7 000, 8 000, peu importe, ça dépend des cas. Donc la quote-part moins les subventions, et puis cette quote-part moins les subventions, on doit la transformer en un prêt sur une durée adaptée pour arriver à un remboursement que chacun peut payer. Et si à la fin on dit pour votre ravalement que vous deviez faire de toute façon, plus tous les aspects énergétiques, vous êtes à 100 euros de remboursement de prêt, là il y a plus de gens qui vont dire ah oui, ça je suis capable de le payer. Et si je dis qu'en plus quand on enlève les économies d'énergie, il ne reste plus que 80 par exemple, j'invente les chiffres évidemment parce que vos situations à chacun sont différentes, mais c'est pour montrer qu'il faut vraiment raisonner en quote-part moins les subventions, transformer en un prêt, moins les économies d'énergie, et ça vous dit quel sera l'effort que vous devrez faire chaque mois. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ou pas pour ce projet? Ça, on l'a déjà dit, donc je fais très vite, un audit. Alors on a de plus en plus de copropriétés qui ne font pas d'audit et qui viennent directement nous voir pour une conception. L'audit, ça sert à voir où vous en êtes, quelle est la situation de départ, et d'envisager quelques scénarios de travaux. Un scénario qu'on appelle souvent 0, qui est le scénario avec seulement les travaux les plus urgents, les plus nécessaires. Un scénario 1 avec un peu plus d'économie d'énergie, et un scénario 2 complet. Et puis, on va tout le temps revenir, on travaille avec le conseil syndical et le syndic main dans la main, quotidiennement c'est un peu exagéré, mais hebdomadairement. Non, mais on va le voir avec l'intervention de Catherine. Je pense que s'il n'y a pas de liaison entre, une entente pas parfaite, mais en tout cas une confiance réciproque entre le syndic et le conseil syndical, ça ne marche pas. C'est très important, mais on a toutes les typologies de projets. On a des projets où on a un conseil syndical très discret et un syndic très moteur. On a le contraire, mais à la fin, il faut tout le monde. Et puis, on va revenir régulièrement vers toute l'Assemblée générale. Parce que même si on travaille avec un petit groupe syndic, conseil syndical et nous, équipe de maîtrise d'œuvre, eh bien, il faut, ceux qui votent à la fin, c'est toute la copropriété. Ce n'est pas ce petit noyau dur. Donc, on revient voir toute la copropriété, nous souvent une fois au milieu de la conception, pour leur dire voilà où on en est. On a fini l'avant-projet. À mi-parcours, voici à quoi pourrait ressembler votre bâtiment. Est-ce que ça vous séduit? Voici ce que ça pourrait coûter
en quote-part, mais aussi en effort mensuel. Et puis on les fait s'exprimer, pas par un vote formel, parce que souvent on n'est pas en assemblée générale, mais par un vote à main levée ou à bulletin secret, pour être sûr qu'on soit sur la bonne voie. Et si tout s'est bien passé, si on est sur la bonne voie, on va commencer la consultation des entreprises, avec un cahier des charges très précis pour être sûr que les entreprises répondent précisément aux attentes de la copropriété, aux critères pour avoir toutes les aides, et ensuite une mise en concurrence de ces entreprises au cours d'audition, où il y a à la fois nous, la maîtrise d'œuvre, et des représentants du conseil syndical pour bien s'assurer qu'on aura non pas l'entreprise la moins chère, mais l'entreprise la mieux disante, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le meilleur rapport qualité-prix. L'entreprise la moins chère, ce n'est pas toujours la plus recommandable. Il faut avoir la moins chère qui donne des garanties de qualité satisfaisantes. Et puis la phase chantier ensuite. Aujourd'hui, alors c'est vrai que sur les premières copropriétés, c'était long, mais aujourd'hui, moi je vois au tout début, on était à 21 mois sur cette phase. Aujourd'hui, on arrive à la faire en 12 mois. Donc ça va beaucoup plus vite, alors avec des méthodologies qui ont beaucoup progressé, où on impose un peu plus notre rythme aux copropriétaires. Des fois ça peut brusquer, mais ils me disent toujours merci à la fin parce qu'on ne fait que de la copropriété, donc on a beaucoup d'expérience en copro, et on sait qu'il faut donner un rythme au projet, sinon il s'enlise et ça n'est bon pour personne. Donc maintenant, on arrive à être sur des projets en moins de 4 ans, de l'audit à la livraison, et si on ne fait pas d'audit, on arrive à être à 3 ans, de là à là. Donc un seul interlocuteur qui va à la fois chercher toutes vos subventions, concevoir le projet architectural qui vous convient, c'est-à-dire un projet de vos rêves certes, mais de vos rêves finançables. C'est ça l'idée d'être toujours technique, architectural et financier à la fois. Ça ne sert à rien de se faire rêver si ce n'est pas finançable. Mais ça ne sert à rien aussi de parler de finances avant d'avoir regardé de quel projet on veut se doter. Des fois on me dit combien ça coûte. Mais attendez, il faut dessiner un projet ou dessiner 2 ou 3 projets et estimer les coûts ensuite. Définir les meilleures solutions énergétiques, simuler les codes-parts et reste à charge, vous accompagner pour aider à embarquer toute la copropriété. Il ne faut pas rêver, des fois les gens viennent me voir et me disent mais on n'est que 2-3 motivés. On n'a jamais eu une assemblée générale entièrement motivée dès le début. On a toujours un petit noyau dur de une personne, souvent 2-3 qui en ont très envie, et le reste qui va suivre progressivement au cours du projet. Et puis apporter les solutions à la fois de prêt et d'avance d'aide aussi. Parce que ça a été dit, il y a des aides qui sont souvent de montant très important, surtout pour les ménages à revenus modestes et très modestes, mais versées à la fin. Et si elles sont versées à la fin, ça ne facilite pas. Il faut d'abord les payer avant de les toucher. Donc nous, on avance ces aides. Et puis, je vous l'ai dit, on apporte un prêt, donc du prêt collectif, c'est-à-dire un prêt à adhésion individuelle, mais collectif. Le syndicat de copropriétaires le vote, mais chaque copropriétaire va décider de souscrire pour la totalité de sa quote-part, pour une partie de sa quote-part ou pas du tout. Chacun demande exactement ce qu'il veut, pas plus que sa quote-part évidemment. Il n'y a pas de solidarité entre les emprunteurs, c'est-à-dire que si votre voisin ne rembourse pas, ce n'est pas vous qui êtes responsable de sa dette. Il y a ce qu'on appelle une caution, une forme d'assurance qui va se substituer à un copropriétaire qui ne paierait pas. Si quelqu'un ne paye pas, 1 mois après, la caution rembourse tout ce qu'il doit et ensuite elle va voir avec ce copropriétaire comment étaler sa dette. Donc j'ai dit libre choix, pas de caution. Et surtout, je pense que c'est le plus important en copropriété, parce qu'en copro, quand on vote, c'est la majorité qui décide pour la totalité. Mais ceux qui n'étaient pas pour le projet, il faut quand même leur trouver des solutions. Ceux qui me disent, et on en a à chaque fois, mais moi j'ai 95 ans, comment voulez-vous que j'ai un prêt? Et bien dans ce cas-là, il y a des prêts, et on fait des prêts, même sur 15 ans, des gens de 95 ans. Alors ça peut faire rire, parce que les chances d'aller au bout ne sont pas très élevées. Mais peu importe, le but c'est de trouver une solution pour tous les ménages pour payer leur quote-part. Donc les personnes, indépendamment de leur âge et indépendamment de leur état de santé, ont tous droit au prêt, et même indépendamment de leur niveau de revenu. Parce qu'à l'autre bout de l'échelle de la vie, le couple de 30 ans qui vient d'acheter et qui me dit mais moi je suis à 35% d'endettement et même un petit prêt supplémentaire parce qu'on n'est pas sur des prêts, on n'est pas sur les mêmes montants qu'un prêt pour un achat immobilier, même ce petit prêt-là je vais avoir du mal à l'avoir, jusqu'à 21 000 €, on ne regarde pas du tout la capacité de remboursement, le niveau d'endettement. Les seules choses qu'on regarde... C'est 21 000 € d'emprunt. D'emprunt. Oui, pardon, 21 000 € d'emprunt. Et comme en plus on avance les aides, 21 000 € d'emprunt, c'est rare qu'on les dépasse. Les seuls critères, c'est ne pas être interdit bancaire. Il est strictement interdit de faire un prêt à des ménages qui sont interdits bancaires et être à jour de ses charges courantes. C'est aussi pour ça qu'on s'entend si bien avec les syndics, parce qu'on arrive dès le début du projet en disant vous allez voter un projet de travaux dans 1 an, 2 ans. On va regarder sur 12 mois vos charges. Donc pensez à être à jour de charges dès maintenant. L'avantage qu'on le dise très tôt, c'est que personne ne se retrouve coincé quand on commence à annoncer ça 2 mois avant. Il y a des gens qui disent mais moi j'ai été un petit peu négligent mais j'aurais pas dû, et c'est trop tard si on n'a pas travaillé avec eux dès le début. Comme on est sur les projets 1 à 2 ans avant, on leur dit dès le début, on les alerte et très souvent on voit que le niveau d'impayé s'améliore très vite. Et ça permet de faire un prêt qui est à bateau, c'est le prêt collectif le plus bateau du marché, à 1,9%, quelle que soit la durée. En général on fait 15 ans,
Si une copropriété nous dit je veux un prêt sur 20 ans, on le fait à 20 ans sur 1,9% toujours. Est-ce qu'on est d'accord que ce prêt il doit être intégralement remboursé à la vente de l'appartement? Pas forcément. Pas forcément. Non. Ah, Le prêt, si un ménage prend un prêt et vend son appartement, il a deux solutions. Soit il dit, je vends mon appartement, je vais recevoir pas mal d'argent de la vente, je vais solder le prêt. Il solde le prêt avec 0 frais, zéro indemnité de remboursement anticipé. Soit il nous dit, non, je préfère ne pas solder ce prêt. Dans ce cas-là, il a la possibilité de le transmettre à l'acheteur. Pour ça, il faut quand même que l'acheteur soit d'accord. Évidemment. Et il faut aussi que le prêteur, nous, soyons d'accord et que la caution soit d'accord. Donc, c'est-à-dire que toutes les parties au prêt doivent être d'accord, mais il est possible de le transmettre. Jusqu'ici, les copropriétaires préfèrent en général le solder, ils trouvent ça plus simple, mais c'est tout à fait possible de le transmettre. Donc, vous n'êtes pas lié pour toute la durée du prêt. Ça, c'est nouveau. De toute façon, notre prêt est nouveau. Notre prêt, il existe que depuis... Mais la transmission d'un prêt en copropriété, c'est nouveau. Oui, ça se fait effectivement peu. Donc ça peut faciliter, surtout ça facilite psychologiquement. Et puis l'autre chose, c'est que vous pouvez solder le prêt. Comme tout prêt, si vous voulez solder ce qui vous reste, vous avez emprunté peut-être 10 000 €, il vous reste 5 et vous les avez, et ben dans ce cas-là, vous pouvez solder le prêt. Il y a des indemnités de remboursement, mais qui sont très faibles. C'est celles que vous avez sur vos prêts immobiliers. Donc il n'y a pas d'indemnité de remboursement si c'est au moment d'une vente, et il y en a, mais elles sont faibles, si c'est vous qui décidez de solder le prêt. C'est juste une question pratique, ça veut dire que l'emprunt est fait individuellement et non pas par le biais du syndicat des copropriétaires? Alors si, c'est le syndicat de copropriétaires qui emprunte, mais chacun a une quote-part du prêt collectif. Donc c'est bien le syndic qui signe l'emprunt. C'est le syndic qui signe l'emprunt. C'est ça qui nous permet de ne pas regarder en détail la situation de chacun. Et pour pour un copropriétaire qui souhaiterait vendre, vous savez que nous on a l'obligation de faire retenir par le notaire, au moment de la vente le solde de l'emprunt. C'est-à-dire que en pratique, c'est vous qui fournissez une solution signée par le vendeur. C'est ça. Pour dégager la responsabilité. Alors il faut qu'il nous prévienne évidemment le vendeur, qu'il nous dise je vais vendre donc je souhaite solder mon prêt. Et dans ce cas-là, il va solder son prêt. On va faire un courrier disant il n'y a plus de prêt là-dessus, et vous aurez le document à remettre au notaire. De manière identique, s'il y a une transmission du prêt à l'acquéreur. Et s'il y a une transmission du prêt à l'acquéreur, nous, on vous fera un document disant il reste tant de capital à rembourser à telle date, et ça sera remis au notaire qui pourra le transférer à l'acquéreur. Merci. Et donc, je vais arriver à la fin, mais avec un exemple de ce que je disais sur un prêt, sur un gros programme de rénovation global, ce que ça peut donner. Alors, n'imaginez surtout pas que c'est le cas chez vous. J'ai toujours peur quand je donne un chiffre et que les gens me disent « mais vous m'aviez dit que c'était tant ». Je ne sais absolument pas combien ça peut être le programme de travaux pour chacun d'entre vous, mais sur une copropriété récente, un exemple parmi d'autres, il y avait une mensualité de prêt de 130 € pour le programme de travaux, mais quand on enlève les subventions et les économies d'énergie, les ménages à revenus aisés ou moyens, il leur restait que 97 € d'efforts mensuels, et les ménages à revenus très modestes, il leur restait 34 euros d'efforts mensuels. Est-ce qu'ils touchent les subventions après avoir souscrit l'emprunt et commencé à le rembourser? Ouais, ça dépend lesquelles. Il y a des subventions qu'on peut avoir. Oui, mais c'est ça, effectivement. Et donc, bon, je vais arriver au bout quand même. Aujourd'hui, on a travaillé pour 58 copropriétés, ce qui représente 7500 logements. Donc, ça nous fait une expérience copro assez importante. Parmi eux, 3100 ont voté les travaux. Donc, il y en a pas mal qui sont en phase travaux. Et on est à 50% d'économie d'énergie en moyenne. Autre information que je trouve intéressante, c'est qu'à peu près un quart, 22% des ménages sont à revenus modestes ou très modestes, donc avec des aides très importantes, ce qui montre que ça marche pour des revenus bas, parce qu'ils sont très aidés, mais que ça marche pour des revenus élevés, même si leur taux d'aide est faible, enfin ils ont des subventions mais moins, ça marche quand même pour eux. Donc je ne sais pas si derrière j'avais une vidéo, mais c'est peut-être pas nécessaire, ou alors je peux la mettre en fond d'écran s'il n'y a pas de PowerPoint, parce que c'est une vidéo sans texte. C'est juste parce qu'on est fiers on vient de gagner le prix de la meilleure finition sur ce projet-là, et que comme on le livre ce mois et qu'on l'a fait une vidéo drone, enfin ce Kateb qui a fait le ravalement a fait une vidéo drone, on trouve que c'est sympa à montrer, et ça montre beaucoup ce que vous disiez auparavant, qu'on est vraiment sur une approche patrimoniale, parce que là on est sur une copropriété énorme de 1100 logements, mais il y avait des syndicats secondaires et seuls 216 logements ont fait la rénovation. Donc leurs économies d'énergie sont très faibles parce qu'ils sont 216 à être rénovés, mais ils partagent le chauffage à l'échelle de 1100. Donc les économies d'énergie, c'est quelques euros. Pourtant, ils avaient très envie de faire la rénovation énergétique quand même. Et là, dès la fin de l'hiver, ils étaient déjà isolés.
et en termes de confort, ils étaient absolument ravis. Voilà, je laisse la vidéo tourner. Puis merci en tout cas de votre intervention. Catherine, je vais vous faire intervenir sur le ressenti ou le rôle de chef d'orchestre du syndic dans toutes ces opérations qui ont été présentées. Je vais peut-être parler, avant de parler, des projets qui fonctionnent, parce que bien évidemment, et puis ces messieurs nous ont bien expliqué, et je vous confirme que ça fonctionne bien. Pour autant, on est quand même, encore à aujourd'hui, plus de 2 ans comptablement après la mise en place entre autres du fonds Allure, on est quand même confronté à un certain nombre de difficultés pour la mise en place de ces projets. On le sait très bien, nos copropriétaires sont tous motivés, tout le monde veut avoir un comportement éco-citoyen. On commence par parfois des petits travaux d'amélioration qui ne sont pas forcément les bonnes choses, on est bien d'accord. La motivation, elle est là chez tous les copropriétaires, quelles que soient les tranches d'âge. Pour autant, les finances de nos copropriétaires ont été déjà mises à mal par tous les travaux réglementaires qu'on a dû mettre en place, les travaux d'ascenseur, les prescriptions alors de ravalement, puisque même si maintenant on a l'obligation d'embarquer la rénovation énergétique dans chaque travaux qu'on engage, pour autant on a aussi parfois des portefeuilles sur lesquels c'est pas forcément évident à mettre en place, parce que vous avez des configurations. Surtout que le parc majoritaire francilien, les immeubles datent d'avant 1949. Donc, par exemple, à Paris, quand on a un immeuble pierre de taille, c'est pas possible. Voilà. Donc, la mairie dit non. Voilà. Et on fait les façades arrière. Voilà. Et on vient de faire une rénovation énergétique. Prenez le micro. On démarre là une rénovation énergétique en pierre de taille, avec de la pierre agrafée en façade. C'est pas à Paris. C'est à Saint-Maurice, mais quand même en pierre de taille, on peut la faire. On va vous laisser la parole après. Hein. La mairie de Paris refuse qu'on fasse des ravalements avec isolation par l'extérieur sur la pierre de taille pour garder le cachet et l'architecture typiquement parisienne. Ouais. Ah ben. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, à Paris intramuros, on est limité à l'isolation de la toiture, les façades arrière sur les cours, quand elles ne sont pas elles-mêmes en pierre de taille, et les isolations plafond haut des caves, changement de fenêtre. Oui, c'est bon. Allez-y. On parle bien là d'haussmannien quand on veut parler de pierre de taille. Parce que ceux qui sont les immeubles des années, parfois un petit peu avant la guerre, la Deuxième Guerre et les années 50, il y a beaucoup de pierres de taille en pierre agrafée. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un support derrière, il y a de l'air, généralement une masse d'air. On fait des isolants de plus en plus minces. Donc un immeuble des années 50 qui est en pierre agrafée, on peut lui faire une isolation thermique par l'extérieur. Là, mais quand même, 80% des immeubles sont d'avant 1949. Oui, donc il y a déjà de la pierre agrafée dans les années 30. Quoi. Alors, donc on est non, mais je vous en prie. Donc on est confronté à ces problèmes techniques. On est confronté aussi, mais ça on en a parlé tout à l'heure, à la question des copropriétaires sur le retour sur investissement, parce que bien évidemment, le gap patrimonial n'est pas forcément évident pour tout le monde et pas forcément visible. Ça dépend en effet de la configuration. Il y a ceux qui ont décidé de ne pas vendre, tout simplement. Exactement. On est aussi confronté à une différence de temporalité entre, comme monsieur l'a expliqué tout à l'heure, les subventions qui changent 3 fois par an. Et nous, le temps de la copropriété n'est pas le temps de l'immédiateté fiscale. C'est-à-dire qu'un projet tel qu'on le met en place se réalise sur un certain nombre d'années, le temps de le proposer, le temps de le préparer, le temps de le voter, le temps de le réaliser. Et toutes ces aides et tout ça sont un frein, malheureusement, à la mise en place de ces projets. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné aussi. Vous voulez parler des bailleurs aussi On va parler des bailleurs aussi. Par rapport au fonds Allure, puisque je fais un petit panel. Le fonds Allure, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il représente, alors on va reparler des copropriétés haussmanniennes, il représente à peu près 2 500 € par an. Bien évidemment qu'avec 2 500 € par an pour mettre en place des travaux, puisqu'il est basé sur la base de 5% du budget prévisionnel minimum, on ne fait rien avec ça, et que jusqu'à aujourd'hui, les copropriétaires ont utilisé, parce qu'ils n'avaient pas
d'obligations spécifiques dans la loi. Ils ont utilisé ces travaux, souvent pour des travaux d'entretien, des travaux de descente, des travaux de porte, des travaux qui n'avaient pas le but primaire, parce que la loi Allure voulait que ce fonds soit créé pour la rénovation énergétique. Or, il a été dévoyé. Ça, c'est une chose aussi. Les ordonnances qui prévoyaient le plan pluriannuel de travaux, on avait quand même un grand espoir, puisque là, c'était vraiment quelque chose inscrit dans la durée, avec un pourcentage basé sur le montant des travaux et non plus basé sur un budget prévisionnel qui n'est pas du tout réaliste par rapport à une campagne de travaux que vous pouvez mettre en place. Donc, tout un tas de choses qui, malheureusement, font qu'à aujourd'hui, on est confronté à une volonté des copropriétaires, mais à une lourdeur de mise en place. Okay. Et puis aussi, il te reste quelques minutes. Alors, je fais le timer. Il faut laisser un peu de temps aux questions. Oui, les bailleurs. Les bailleurs, tu en as parlé tout à l'heure. Il faut aussi qu'ils se rendent compte, et on est là aussi pour accompagner, les obligations qui vont être mises en place à partir de 2025 pour le fait qu'on ne puisse plus louer un logement qui aura une classe de catégorie F ou G, il sera considéré comme indécent. Et puis, pour revenir sur des choses plus positives, parce que bien évidemment que ça marche, bien évidemment que notre partenariat, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que quand on met en place un projet de rénovation énergétique, c'est un projet qui s'inscrit dans le long terme en collaboration avec le conseil syndical. Parce que c'est vous, les copropriétaires, qui êtes sur place. C'est vous qui connaissez la physiologie. C'est vous qui vivez dans votre immeuble au quotidien. C'est vous qui savez à quel endroit on a des problèmes de confort, à quel endroit on a des problèmes de pont thermique, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant. C'est un travail qu'on met en place sur la durée. C'est une relation partenariale. Et c'est vraiment ce qui fait que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et ces messieurs vous en ont apporté la preuve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on va laisser les copropriétaires poser leurs questions et puis on va compléter ces informations. Alors, qui est-ce qui veut commencer? Monsieur, allez-y. Est-ce qu'il y a un micro qui peut passer, mademoiselle? Je vais le faire en attendant. Ouais. Est-ce qu'on peut faire passer un micro dans la salle pour que tout le monde puisse entendre les questions? Merci. Oui, bonjour à tous. La question, c'est la suivante. On va choisir ce soir, après quelques mois de réflexion, un cabinet d'architectes pour nous accompagner dans un projet de ravalement et de rénovation énergétique. Ce sera principalement un changement de menuiserie qui font quand même 47% de nos déperditions sur une façade de tour, sur des façades de tour. Ma question pour IDF Énergie, c'est, vous avez dit qu'on peut vous prendre que pour certaines étapes du processus. Comment ça peut se passer si on a déjà un cabinet d'architectes, d'une part, et d'autre part, quels sont vos coûts? Combien vous prenez pour faire vos travaux? Alors, malheureusement, il y a plein de copropriétés qui me disent, mince, si je vous avais connu plus tôt, alors là, ça se joue à quelques jours près, si vous choisissez ce soir, mais beaucoup ont regretté. Si on fait que de l'ingénierie financière, vous pouvez nous missionner quand vous le voulez. Simplement, c'est quand même plus simple. Il faut toujours une assemblée générale, et des assemblées générales, vraisemblablement, vous n'en avez pas tous les 2 mois. Donc, il faut une assemblée générale pour nous missionner. Ensuite, on peut intervenir en tant qu'AMO, c'est-à-dire faire un suivi à la fois technique et financier, ingénierie financière et suivi technique, méthodologique et accompagnement, si vous le souhaitez. Notre premier positionnement normal, c'est maître d'œuvre, mais on peut aussi être seulement ingénieur financier ou assistant à maîtrise d'ouvrage, donc vous aider à piloter votre architecte sur le côté technique et vous apporter les solutions financières. Donc on s'adaptera à ça, il faut venir nous chercher le plus tôt possible. Mais là, c'est pas trop tard. Si l'AG de ce soir vote les travaux alors, pour faire la mission de l'architecte, vous votez quoi? Que la mission de l'architecte? Voilà. D'accord, le budget est voté en AG, je répète. Le budget est voté en AG et vous choisissez... D'accord, un budget d'études. Alors, c'est pas trop tard. Si je quelques mois qu'on est en train de travailler, donc on choisit le cabinet qu'on va retenir. Donc ça veut dire que si je choisis l'architecte ce soir, on ne peut plus faire cette partie. Donc l'approche globale
va être moins satisfaisante, mais on peut s'adapter. Précision en termes de coûts, eh ben, ça dépend de la complexité du programme de travaux, mais si vous regardez ce que vous coûterait un architecte plus un bureau d'études plus un ingénieur financier, globalement, c'est plutôt moins cher de les prendre en un seul qu'en 3 séparés. Par contre, pour le prix, vous pourrez me donner les grandes tendances, votre programme de travaux, la taille, etc. On ne va pas faire le devis voilà, en, je ne vais pas vous faire en le devis direct. en direct, mais on peut vous faire une estimation rapide. Autre précision, comme on mobilise pas mal de monde, on ne fait que des projets un peu complexes, donc des rénovations globales qui ont au moins de l'isolation et au moins 50 logements. D'accord. Alors, il y avait une autre dame qui avait une question ici en rose. Oui, alors déjà, là, je suis un peu déçue par votre histoire de 50 logements parce que ça coûte cher aussi de rénover, même quand on en a moins. Hein. Alors, les 2 questions que j'avais préparées, les subventions, ça s'adresse... quand c'est pas un logement principal, est-ce que les gens peuvent obtenir une subvention quand Alors, ils les le subventions pour les bailleurs. louent? Oui. Oui, normalement, il n'y a pas de, Y a pas de souci. problème. Hein. Ouais. Je peux même vous dire que nous, quand on fait nos simulations, les plus aidés, c'est les bailleurs. Ça Ah bon surprend toujours, D'accord. parce qu'ils ont droit, comme tout le monde, C'est surtout ceux qui freinent en général en copropriété, hein. Catherine, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que c'est pas eux qui vont avoir le confort. Et comme ils ont un plan d'investissement entre l'achat et la location, forcément, ils sont les moins intéressés aux travaux. Mais souvent, c'est aussi Pourtant, parce... ils les déduisent des impôts. Voilà. Donc ça devrait être... Mais surtout, je pense que nous, sociétés qui les accompagnent, on a fait des efforts récemment et ça a beaucoup changé parce que souvent, ils ne peuvent pas venir aux AG quand ils ne sont pas sur place et ils étaient souvent vexés en disant ça fait 1 an ou 2 que vous travaillez, que vous expliquez tout ça et moi, je n'ai pas été associé et là, on me demande de voter, je n'ai pas envie d'y aller. Donc maintenant, on a adapté nos méthodologies, on fait des réunions par Internet avec eux, des réunions qui sont purement sur les bailleurs et ils se sentent beaucoup moins mis de côté et ça change tout à l'approche. Et ils ont droit aux subventions collectives, c'est-à-dire certificat d'économie d'énergie, les subventions qui bénéficient à toute la copropriété. Et du point de vue individuel, ce n'est pas tout à fait une subvention, mais c'est ce que vous venez de dire, ils déduisent de leurs revenus. Donc globalement... Et ils déduisent les intérêts d'emprunt aussi. Hein. D'accord. Donc à la fin, il leur reste moins à payer que la plupart des ménages. Alors j'ai une autre question. Quand vous avez un immeuble où certains ont changé les fenêtres, d'autres pas, alors comment ça se passe pour la rénovation? Parce que les gens, on ne va pas changer les fenêtres déjà, mais ça peut poser problème technique. Il y a une règle dans la réglementation qui est en fait tout copropriétaire qui a fait des travaux depuis moins de 10 ans oppose ses travaux sous réserve qu'il ait fait quelque chose d'un niveau satisfaisant. Parce qu'il y a des gens qui ont changé des huisseries et qui n'ont pas du tout mis des équipements performants. Hein. Mais normalement, ceux qui peuvent démontrer qu'ils ont fait les mêmes travaux sous 10 ans, c'est dans le décret... En général, en tant que syndic, si on a la facture Ouais. qui garantit. C'est l'intérêt du questionnaire et de toute la mise en place et l'importance qu'il faut pour répondre justement à toutes ces sollicitations parce que vous avez des gens qui ont justement fait des travaux qui n'étaient pas dans des bonnes conditions. Alors, je voudrais je voudrais répondre sur ce question. sujet-là, madame. Oui, ouais. Je voudrais juste dire quelque chose pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est que le fait de mutualiser les achats de fenêtres, je vous dis qu'on avait acheté pour la copropriété que j'ai montré chez Lorenov, on divise par 2. Parfois plus. Parce qu'on divise par 2 le montage industriel de l'installation, et puis on divise par 2 parce qu'il y a aussi un prix important en achetant surtout sur la quasi main-d'œuvre. directement. Ça, monsieur, je le comprends très bien, mais quand vous arrivez dans un logement, il y a des fenêtres cassées, des trucs, vous n'allez pas attendre que... Non, justement, voilà. par expérience, ce qu'on propose, on ne propose pas 10 ans souvent. La loi permet d'imposer de changer des fenêtres qui ont 11 ans. Mais souvent, c'est mal vécu par les copropriétaires parce qu'ils disent je l'ai changé quand même en 2008, là c'est un peu dur. Donc en général, ce qu'on propose, c'est obligation de changement pour toutes les fenêtres d'origine et changement facultatif pour tous ceux qui le souhaitent pour les autres. Ce qui fait que les fenêtres d'origine qui ont 50, 60, 70 ans, c'est évident qu'il faut les changer. Et les autres vont dire non, la mienne est un peu récente, je la garde, ou la mienne, elle n'est pas d'origine, mais elle a quand même 25 ans, donc je souhaite la changer, ou elle est cassée. Donc ça permet d'avoir de la flexibilité dans le dispositif. Alors si vous êtes dans une copropriété qui est rentrée dans le système du répartiteur de frais de chauffage, c'est pas un problème. Parce que finalement, celui qui ne fait pas sa rénovation va payer plus cher. Non, mais là, Si ce n'est pas le cas, il y a une véritable injustice. S'il y a des gens qui investissent dans la rénovation de leurs fenêtres et d'autres Ça pas. dépend si la copropriété a un chauffage collectif ou pas. Mais, Ouais. En non, chauffage mais collectif. bon, l'histoire des répartiteurs, nous, on a une colonne par radiateur, donc ça n'a pas été possible. Une question par rapport aux 50 logements, il faut qu'ils soient dans un même bâtiment ou ça peut être 2 bâtiments? C'est discutable. En fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que sur chaque opération, on va mobiliser un spécialiste financier, un ingénieur thermique fluide et un ou une architecte, ce qui fait que ça fait beaucoup de monde et que ça fait des frais fixes. Que quand c'est une copropriété de 60 logements,
c'est pas très cher à la fin et que sur une copropriété de 20 logements, ce serait cher. Donc c'est pas qu'on ne sait pas faire, mais qu'on s'aperçoit que c'est cher pour les petites copropriétés et que c'est pas cher pour les grosses. Après, ça peut se discuter et c'est pas à l'échelle d'un logement. Si la copropriété fait plus de 50, et on en fait des 42 en ce moment. C'est pas une frontière absolue, tout se discute. Je veux juste dire aussi quelque chose. Allez-y, oui. Dans un certain nombre de cas, je plaiderai un peu pour ma paroisse, quand on fait un ravalement, une isolation de terrasse et sous-face, s'il n'y a pas de problème de bâtiment, nous sommes plusieurs bureaux d'études à avoir la capacité de faire ça parce qu'on a intégré les architectes qui ne déposent pas de permis de construire, puisque la loi nous l'interdit, la réglementation nous l'interdit, mais qui en fait sont absolument compétents pour faire ça. Donc vous réduisez sur des projets qui n'ont pas de complexité. Dans l'exemple que je vous ai présenté, on n'a pas pris cette responsabilité parce qu'il y avait vraiment des problèmes pas de malfaçon, mais enfin de dégradation des façades sur lesquelles on souhaitait avoir la présence d'un architecte qui engage sa responsabilité, parce qu'il a sa propre responsabilité civile sur ce sujet. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'équipe complète. Ça peut être un architecte qui soit le leader, ça peut être un bureau d'études qui a des spécialistes bâtiments qui ont généralement une formation d'architecte. Alors, question suivante. Monsieur Devant. Le micro arrive. Vous avez parlé d'une rentabilité de 2%, mais c'est au prix de l'énergie actuelle. Et puis vous nous parlez d'un taux de TEC de 1,9%. Ça veut dire que finalement, c'est quasiment rentable, surtout si le coût de l'énergie dans les 10 prochaines années va forcément augmenter. Donc juste ma question, donc 50 logements soit, mais si l'on n'a pas cette possibilité de 50 logements, où est-ce qu'on peut trouver un taux plus ou moins approchant de 1,9%? Même si c'est 2,1, puisque je vous ai expliqué qu'à la limite, le delta, dans 1 ou 2 ans, ça sera... Alors, depuis que le crédit foncier a fermé, il reste que la caisse d'épargne. Voilà. Et c'est la caisse aux d'épargne alentours. qui fait des prêts copropriétés. Je crois qu'eux, ils ont différents taux selon les durées. Hein, Oui, mais ça change quasiment pas. C'est 2,06, 2,07, 2,08, caisse d'épargne. Donc c'est quasiment tous les mêmes taux. Il y a 3 sociétés qui ont le droit de faire du prêt en copropriété en France. Ouais, Caisse d'épargne Île-de-France, Domo Finance et Île-de-France Énergie. C'est les 3 sociétés agréées pour faire du prêt collectif en France. Vous avez parlé de 2,06, 2,06. Ah d'accord, ok. Alors, madame avait une question. Prenez le micro. Comment est-ce que cela se passe si on a des bureaux qui ont une part importante dans la copropriété? Bureaux, entrepôts et copropriétaires. Ce sont des copropriétaires. Ce sont des copropriétaires et eux, après, au contraire, c'est un investissement. Hein, ils le rentrent en investissement. Donc non, il n'y a pas d'objection particulière. On va sortir un peu du sujet de la copro et on va passer en gérance. Si c'est des bureaux qui sont locataires, le bailleur des bureaux, il va pouvoir, selon les baux qu'il a signés avec ses locataires, carrément mettre à la charge du locataire une grosse partie, quand ce n'est pas la totalité, des travaux. Donc si votre copropriétaire, il est bailleur de locataires bureaux, il faut lui dire, regardez bien votre bail, parce que dans 80% des baux de bureau, c'est le locataire qui paye les travaux. Ça, c'est le premier point. Et après, si c'est le copropriétaire qui occupe des bureaux, c'est comme un copropriétaire occupant, finalement. Ça ne change rien. Et pour les entrepôts, parce qu'ils sont quand même souvent un frein à tous les projets pour le confort des copropriétaires. Ouais, alors là, on n'a pas listé tous les freins, mais il y en a beaucoup, effectivement. Des entrepôts, vous m'avez dit? Vous avez dit que c'était des entrepôts? En sous-sol, il y a des entrepôts. Après, il y a trois bâtiments, dont un bâtiment central qui est uniquement des bureaux. Là, après, il faut faire une étude et après, de toute façon, on peut être, nous, parce qu'il y a certains points fiscaux sur lesquels, malheureusement, on n'a pas toutes les données, mais on a la possibilité de toute façon trouver des solutions pour tout. Et l'idée, c'est vraiment de chercher les solutions pour tous les copropriétaires. Nous, on souhaite vraiment que ce projet soit réalisé, que ces projets soient réalisés avec l'ensemble des configurations des copropriétés. Et de toute façon, malheureusement, on va avoir cette obligation et on n'aura pas le choix. En tous les cas, sur les métiers tertiaires, il y a un décret tertiaire qui est paru il n'y a pas très longtemps. Il y a un arrêté tertiaire qui va paraître d'ici la fin de l'année, sur lequel, si la surface de bureau globale dans votre immeuble est supérieure à 2000 m², ce qui n'est pas un immeuble gigantesque quand même, il y a la même obligation. Eux, ils ont une obligation beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation d'avoir baissé de 40% en 2030.
Donc ils vont plus s'opposer. Mais là, j'ai pas compris que c'était un bâtiment unique, en fait, les bureaux. Mais c'est la même copropriété, c'est ça? C'est la même copropriété avec 3 bâtiments. Ouais. D'accord, mais il y a un bâtiment qui est né que de bureaux, donc ils ne sont pas majoritaires dans la copropriété. Et des bureaux quand même dans les autres bâtiments, d'accord. Autre élément normalement, important. votre copropriété peut être concernée complètement par le décret tertiaire s'il y a plus de 2000 m² de bureaux. C'est bâtiment ou ensemble de bâtiments. Autre aspect important en termes d'obligation, quand on fait un ravalement, et il faudra bien que vous le fassiez un jour, vous en avez peut-être proche, il y a obligation d'isoler quand on fait un ravalement, sauf si on peut prouver qu'il y a un problème patrimonial, mais bon, votre immeuble n'est peut-être pas particulièrement classé, ou économie, impossibilité technique, mais ça n'existe pas, ou un problème économique, quand on sait faire le calcul, j'ai jamais vu d'immeuble qui a un problème économique pour isoler, parce que ce qu'il faut faire, c'est prendre le coût du ravalement avec isolation, enlever le coût du ravalement seul, enlever le coût des subventions et calculer la rentabilité seulement de ce surcoût-là. Et là, moi, je viens de le faire. La dernière copropriété pour laquelle je l'ai fait, qui est une copropriété très moyenne, ça va être 130-140 logements, ils en avaient pour 1 million d'euros pour le ravalement seul et 1,6 million avec isolation. Donc, ils avaient seulement, entre guillemets, un surcoût de 600 000, mais par rapport au coût du ravalement, ce n'était pas tant que ça. Et ils avaient 420 000 euros de subventions. Donc, en fait, le surcoût, ce n'était pas 600 000, c'était 600 moins 420, ils n'avaient que 180 000 euros de surcoût. C'était finalement assez faible et donc très rentable si on calcule les économies d'énergie seulement sur cette partie, c'est-à-dire on retire les travaux à faire de toute façon, le ravalement, et on retire les subventions. Mais on est un immeuble qui n'a pas de problème de ravalement, qui a mis assez récemment, enfin, il y a 20 ans, de la pierre agrafée, mais qui n'avait pas isolé. Donc voilà. Pour compléter le propos de monsieur, et c'est là où nous, on a un rôle et que le partenariat avec le conseil syndical est important, c'est-à-dire qu'il y a une vraie pédagogie à avoir sur ce projet, une vraie explication et pas juste lâcher des chiffres. Parce que souvent, quand on lâche des chiffres avec des codes-parts en face, c'est exactement un des freins aussi, c'est celui-là. Parce que les gens sont apeurés parce qu'ils ne connaissent pas les différentes possibilités qui s'offrent à eux. Donc l'accompagnement est notre rôle à nous. Si j'ai un résumé à faire, c'est vraiment de l'accompagnement. Et c'est notre mission. Et c'est un magnifique projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors tout derrière, monsieur en bleu. Bonjour. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez très bien défini la situation lorsque vous avez un lotissement qui a été rénové et il y a toujours un bâtiment qui n'est pas fait. Quelles sont les obligations légales que l'on peut, ou les démarches légales que l'on peut faire pour avoir les forcer à faire ces travaux? Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez nous parler du PASU, de son rôle exact? Alors, est-ce qu'on peut obliger les gens à faire des travaux? Je vais vous dire non. Ça va être très rapide. Non, on ne peut pas obliger les copropriétaires à voter des travaux en assemblée générale, ça n'existe pas. Voilà. Sauf à faire des procédures d'abus de minorité, abus de majorité. Et votre dernière question, c'est le PASU, c'est ça? Alors là, on sèche. Là, je dois reconnaître ma faiblesse. Vous avez entendu ça où? Parce que je ne connais pas. Ah, c'est d'accord, c'est pour l'urbanisme de la ville de Paris. Répondez. Moi, j'ai triché, mais c'est le pôle urbanisme de la ville de Paris qui essaie de résoudre les contentieux quand on n'est pas d'accord avec les réponses qui ont été données par l'urbanisme à Paris. Si vous voulez, ils gèrent la rénovation des rues. Ils sont à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Et c'est un organisme d'État extrêmement important. Comme la PC. Justement, on pourrait aller dans la mairie pour regarder le plan de rénovation, mais je vois pas justement à quoi sert vraiment le PASU. Et là, vous donnez il n'intervient pas dans notre chaîne en fait d'organisation pour arriver à des travaux d'économie d'énergie. Globalement, malheureusement, ça nous est arrivé c'était une gérance, un propriétaire unique qui voulait le faire, dans lequel les services d'urbanisme se sont opposés à une rénovation majeure qui voulait être faite par le propriétaire pour des raisons d'un tout petit bout de mosaïque qu'il y avait sur le bâtiment et qu'il voulait absolument conserver, et qu'à partir de là, il considérait que le bâtiment était exceptionnel. Donc les services d'urbanisme, il faut aller les voir très en amont
allez discuter avec eux dès qu'on a Mais là, un on parle de avant-projet. Paris exclusivement. Paris exclusivement. En dehors de Paris, ça n'existe pas. Ou alors, si vous êtes en face d'un monument historique, à ce moment-là, ça va être les architectes des bâtiments de France. Ouais, donc pour les Parisiens, commencez par ça. D'autres questions? Il n'y a plus de questions? Eh bien, écoutez, je vais vous demander d'applaudir. Ah, pardon. On va applaudir après, alors. Bonjour. Allez-y, madame. Vous avez dit qu'à partir de 2025, les bailleurs ne pourront plus louer si leur diagnostic n'est pas Si supérieur. le DPE est Voilà. F, G et qu'ils n'ont pas fait des travaux. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait que ça soit toute la copropriété qui fasse les travaux, alors. Quand votre appartement il est FG, si Ouais. toute la copropriété n'a pas à faire des travaux, vous déjà en tant que bailleur ou en tant que parce que là c'est pour les bailleurs, hein, vous avez déjà des travaux à faire en interne, hein, des changements de fenêtres au moins. Et de toute façon, Parce pour que l'instant, FG c'est une passoire thermique. Hein. c'est ça. Il n'y a pas Alors- d'isolation. Vous avez peut-être aussi à isoler à l'intérieur les murs. Enfin. Pour l'instant, en plus, et là, il y a un, comment dire, pas un souci, mais oui, un souci de mise en place par rapport au DPE. Parce que à aujourd'hui, on a des DPE qui ne sont pas cohérents. Et c'est ce sur quoi on va essayer de se battre. Parce que si vous avez un immeuble qui a été réalisé avant 1948, le DPE ne tient compte que des consommations d'énergie de l'appartement. Si c'est un appartement qui a été construit après 1948, la configuration technique du bâtiment rentre en ligne de compte. Les diagnosticiens, et c'est du coup dommage que... Notre quatrième intervenant. Voilà, là. parce que C'est un elle aurait pu. diagnostiqueur. Voilà, c'est un élément important. C'est un élément important par rapport à tous ces travaux de rénovation et entre autres, en particulier, puisque là on parle des bailleurs. Il y a une uniformisation, des DPE qui est en cours avec la refonte complète de ce diagnostic, parce que là il est établi absolument et il est absolument inégal parce qu'il est établi sur des bases qui ne sont pas identiques. Ouais, Donc, d'un appartement à l'autre, il peut y avoir de grosses Mais différences. je voudrais quand même revenir, si vous êtes dans une copropriété et que votre appartement est en F et G, vous pouvez quand même faire des choses sur votre appartement qui vont corriger le tir. Parce que F et G, c'est vraiment une performance désastreuse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment, c'est quasiment des fuites d'air en direct. C'est vraiment des très mauvais bâtiments. FG, Donc, vous avez un jour entre les fenêtres, Ouais, vous n'avez c'est pas ça, d'isolation sur les murs. Enfin, c'est. Voilà, F et G, c'est vous avez un vraiment. vide comme ça sous la porte. C'est assez courant. Mais F et G, c'est 330, je regardais en région parisienne. Le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, il était à 170. Alors, il y avait le chauffage qui avait été refait. Mais vous voyez, on arrive très vite à même s'il était en mauvais état, s'il avait des fuites, s'il avait tout ça, il était quand même à 160 par rapport à 330. Surtout que vous avez beaucoup de DPE qui étaient en F et G, les premiers qui avaient été, puisque les modifications, enfin l'établissement, les grilles d'établissement des DPE ont changé entre les premiers qui avaient été établis et les nouveaux, puisqu'ils n'ont une date de péremption, enfin ils n'ont une date de validité, merci, de validité de 10 ans. Donc les premiers qui avaient été faits ont souvent des performances bien plus mauvaises que ceux qui sont faits actuellement. Déjà parce qu'en plus les gens ont fait beaucoup de travaux et maintenant, si vous avez comme le disait Émilie, si vous avez un DPE en F ou en G, il y a vraiment des travaux importants à faire sur cet appartement. Mais qui sont subventionnables pour un propriétaire bailleur. Vous avez plein d'aides. Il faut que le bailleur il aille voir l'ANA pour discuter. Voilà, il y a plein d'aides qui sont mises en place pour éviter justement, et ça laisse quand même un certain nombre de temps pour s'adapter. Et des crédits d'impôt. Alors, madame, juste là, juste derrière vous. Merci de prendre le micro. Merci. J'aurais voulu savoir s'il y a des subventions pour les résidences secondaires. Alors, vous avez parlé de résidence secondaire en copropriété ou maison individuelle? Les deux. En copropriété, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, la réponse, elle a été faite. Puisque vous êtes considéré comme un bailleur ou comme un occupant selon ce que vous faites de votre résidence secondaire. Mais il y a les aides collectives. Par contre, il n'y a pas de Pour les- déficit foncier en résidence oui, secondaire. bien sûr. Et par contre, en résidence secondaire, maison individuelle, si, il y a toujours le certificat aides. d'économie d'énergie. Le certificat d'économie d'énergie, il est sur tout travaux, tout bâtiment. Et comme je vous ai montré les taux tout à l'heure, comme ils sont assez hauts,
pour l'instant. Ils peuvent rebaisser demain parce que ce qui les fait monter ou baisser, c'est que les objectifs que donne le gouvernement aux obligés, c'est-à-dire les gens qui fournissent de l'énergie, soient facilement tenables ou pas facilement tenables. Et quand vous avez vu la grosse baisse, en fait, techniquement, le ministère s'est trompé, quoi. Ça aurait jamais dû arriver. Ils ont vraiment baissé trop. Mais donc, il faut les prendre quand ils sont là, et vous pouvez bénéficier au moins des C2E, ce qui est quand même déjà pas mal. Et d'aller vous renseigner sur les subventions de la commune de la résidence. La LEC, toujours. Alors, question suivante. On a épuisé les questions. Eh bien, écoute, allez-y. Le micro arrive. Non, pas non communiqué. Il y a marqué DPE non obligatoire. Voilà. Alors pourquoi parce qu'on m'a donné récemment une raison, mais donc que quand il n'y a pas de chauffage fixe, on n'est pas obligé de faire la DPE. Non, je crois que c'est quand le diagnostiqueur rentre dans l'appartement pour faire le DPE et que le chauffage n'est pas en route. C'est ça, il met DPE non... On peut ne pas avoir les factures, donc si le diagnostiqueur... Sur les s'il n'a pas les éléments, le diagnostiqueur il ne sait pas le faire. Ou on peut être dans des situations où l'appartement, par exemple, où l'immeuble a été refait, il n'y a pas d'historique. On a travaillé avec un promoteur qui a refait complètement un immeuble. Il n'y a aucun historique, c'est impossible. Et il est antérieur à 48 voilà. Et donc il n'y a pas de DPE, quoi. Les DPE avant 48 ne tiennent compte que de la consommation électrique de l'appartement. Donc si vous n'avez pas du chauffage, de la consommation de chauffage, du post-chauffage. Donc si vous n'avez pas les éléments, eh bien, le DPE est vierge. Et alors je vais vous donner une petite anecdote qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. J'ai vendu un appartement avec des fenêtres cassées et sans chauffage qui avait un DPE A. Pourquoi ? Vous n'avez pas d'obligation d'avoir d'éléments de chauffage dans le DPE. Et il faut fournir des consommations d'énergie, mais vous n'aviez pas... le locataire était parti dans des conditions assez scabreuses. Il y avait des fenêtres de cassées. Il avait retiré les éléments de chauffage. Pas d'éléments de chauffage. Eh bien, DPE vierge. Enfin, DPE A. Donc, c'est une solution, après tout. Hein. On enlève le chauffage au locataire. C'était une blague, mais non, mais enfin, mais ça, voilà, c'est aussi le paradoxe de ces diagnostics parfois qui sont faits sur des critères législatifs qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre d'éléments, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses, et entre autres le DPE qui va être revu. Voilà. Vous avez parlé de la partie publique. On peut déborder sur le domaine public. Bon, et sur le domaine privé. Vous devez avoir l'accord du voisin. C'est obligatoire. Alors moi, à titre perso, je l'ai fait. Hein, et ça, à Paris. C'était un chantier rue Lafayette. On a isolé un pignon et on a débordé de 20 cm chez le voisin. Et donc, à l'époque, j'étais syndic et on a fait une réunion avec le voisin. On lui expliquait ce qu'on voulait faire. Lui, il était ravi parce qu'on lui nettoyait notre mur qui était immonde. Donc, du coup, c'était beau dans son jardin ou dans sa cour. C'était une cour arborée. Et ça lui allait très bien. Il a tout de suite dit oui, sans aucun versement. Voilà, aucune contrepartie financière. Et normalement, la ville de Paris... La ville de Paris donne souvent, si vous êtes dans une situation de pignon, parfois sur une école, etc., la ville de Paris donne son accord systématiquement, sauf une condition d'architecte des bâtiments de France. Mais là, la question, c'était une personne privée. Donc, mais nous, on l'a il fait faut aussi, aller juste discuter avec elle, hein, échanger, expliquer ce que vous allez faire. Vous croyez que c'est facile? Non, mais il y a des cas aussi très faciles. J'ai pas dit que c'était facile. Dans mon cas perso, c'était une fois facile. Après... Nous, on vient d'en faire un difficile. L'avantage, c'est que le copropriétaire avait du mal à discuter avec son voisin, mais quand il y a une tierce personne, donc nous, ça facilite, ça dépassionne le débat parce qu'on n'est pas leur voisin. Et bon, en gratuit, ça arrive parfois. Nous, dans ce cas-là, il a fallu qu'ils payent un petit ravalement. C'est-à-dire que, comme la copropriété se fait un gros ravalement, il faut un petit bout de ravalement. Oui, mais pardon, tout se négocie. Souvent, vous avez des murs mitoyens également. Un mur mitoyen, il faut que l'autre soit d'accord. Là, vous n'avez pas le choix. Ouais. Là, mitoyen, c'est un peu comme une copro. Donc, compliqué. Voilà. Ouais. On n'a pas dit que c'était simple, hein. On a dit que ça s'organisait, qu'il fallait communiquer, discuter. Et je crois que ça va être ça la conclusion de notre réunion d'information de ce matin. C'est de prendre le temps d'échanger, d'écouter chaque partie et, voilà, et de mener petit à petit ces beaux chantiers de rénovation énergétique.
Je vous remercie d'applaudir nos 3 intervenants, Raphaël, Catherine et Hervé, qui sont intervenus pour vous informer sur ces beaux chantiers. Merci à tous.